L'info du jour prend donc la direction aujourd'hui de la Turquie au lendemain de l'onde de choc provoquée par l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Ses partisans de nouveau se mobilisent. Les manifestations, je vous le disais, d'étudiants dans plusieurs universités d'Istanbul ont déjà commencé en plusieurs points de la ville. Depuis la mi-journée, on proteste donc contre cette arrestation et l'annulation à la veille de son diplôme universitaire indispensable pour se présenter à l'élection. Principale figure de l'opposition turque, Ekrem İmamoğlu a été arrêté pour corruption et terrorisme. Lui qui devait être désigné dimanche prochain comme le candidat du CHP, première force d'opposition au Parlement en vue de l'élection de 2028. Il vient donc de passer cette première nuit en garde à vue. On va y revenir avec vous, Doretta Schmid. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions méditerranéennes et turques, directrice du programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Je le disais à l'instant, une première nuit en garde à vue. Quelles sont les nouvelles, si on en a aujourd'hui? D'abord, Ekrem İmamoğlu s'est pas mal exprimé. Il envoie des messages très fermes, très énervés à ses partisans. On a un petit début de mobilisation, effectivement, en sa faveur, sur sa personne, parce que c'est quelqu'un qui est très populaire à Istanbul, même s'il est aussi un peu controversé comme homme politique. Mais là, en fait, on attend de voir comment va se finir cette garde à vue et s'il va rester en prison. Alors effectivement, il tweet depuis sa cellule, si on peut le dire comme ça. Il a son téléphone, il peut encore s'exprimer, moyen de mobiliser les foules. Il appelle absolument tout le monde au sein du gouvernement, de la classe politique, mais aussi du monde judiciaire à s'exprimer, à donner de la voix. Il espère quoi aujourd'hui ? Je pense qu'il espère un très large soutien de la société civile et des corps intermédiaires. Pour le moment, c'est surtout son parti, finalement, qui le soutient, même si on a la déclaration du barreau d'Istanbul assez classiquement, puisqu'on a quand même une question sur l'indépendance de la justice aujourd'hui en Turquie, avec ce procureur général d'Istanbul qui a arrêté beaucoup d'opposants. Je pense qu'il espère un grand mouvement de soutien populaire qui dépasse Istanbul. Et ça serait l'évolution qui serait la plus intéressante, finalement, puisque au départ, İmamoğlu, c'est un phénomène très stambouliote, très occidentalisé, je dirais même, d'une certaine façon. Mais le CHP a gagné aussi beaucoup de municipalités en Turquie lors des élections de l'année dernière. Et donc, on a des relais, on a des grandes villes turques qui sont tenues par le même parti. Et il faudra voir un peu comment ce début de protestation prend ou pas, finalement, dans le pays. Il y a une chance pour vous, pour lui, que ça prenne, justement. On voit bien qu'il essaie de souffler sur les braises, là. Oui, alors ça, mobilisation petit à petit, un peu. Effectivement, c'est intéressant de voir que les étudiants dans les universités dont on sait qu'elles ont été reprises en main par l'AKP. Donc, il y a des universités comme à Boğaziçi, par exemple, où il y aura des universités du Bosphore, où il y aura des manifestations. L'université d'Istanbul, qui a annulé ce fameux diplôme d'Imamoğlu la veille de son arrestation. C'est un diplôme de 30 ans, quand même. Oui, mais évidemment, ce qui est assez intéressant dans la façon dont là... Tayyip Erdogan a quand même sorti, on a l'impression, tous les moyens, le gros jeu. C'est un petit peu la grosse Bertha contre İmamoğlu, puisqu'on a plein de condamnations différentes qui se sont collées les unes aux autres. Et la dernière des condamnations, je dis toujours que c'est le point Godwin en Turquie, c'est la collusion avec le PKK. Ce qui est quand même assez paradoxal à partir du moment où le gouvernement a entamé un processus de paix, en principe, avec le PKK. Donc on a à la fois une ambiance qui est très, très difficile, très dure et très répressive sur tout ce qui concerne la question kurde et la radicalisation de la question kurde, alors qu'on annonce un processus de paix. Et c'est une des raisons pour lesquelles on va essayer de coincer le maire d'Istanbul pour l'empêcher de défier Erdogan à la présidentielle. On va revenir sur les faits, les charges qui pèsent contre lui. On va peut-être revoir la séquence, une arrestation qu'il a mise en scène lui-même avec ses vidéos mises en ligne sur les réseaux. Peut-être un mot là-dessus. Où c'est un personnage qui communique. On vient m'arrêter. C'est un personnage qui communique énormément depuis qu'il est maire, depuis qu'il a été élu en 2019 maire d'Istanbul. C'est un maire très instagrammable et qui a très bien compris qu'il fallait... Les Turcs sont des fous de réseaux sociaux, donc il a très bien compris, en particulier à Istanbul. Oui, mais c'est un des pays où l'usage des réseaux sociaux est le plus fort. Et c'est un des pays où il y a aussi le plus de controverses sur le contrôle, puisque là, par exemple, il y a eu ralentissement du fonctionnement des réseaux sociaux depuis l'arrestation d'Imamoğlu. Donc, il a très bien compris qu'il fallait beaucoup se montrer. Et c'est d'ailleurs une des choses qui lui est reprochée par ses détracteurs à Istanbul, y compris les gens qui soutiennent plutôt son camp, c'est qu'il communique plus qu'il n'agit. Mais en réalité, c'est un maire qui a beaucoup fait à Istanbul. Le fait justement qu'il tweete comme ça depuis sa
sa cellule. C'est pas étonnant qu'on le laisse encore avec son téléphone portable tweeter? En fait, depuis hier, je crois que tous les analystes qui travaillent sur la Turquie se demandent si Erdogan n'a pas fait le pas de trop, s'il n'a pas dépassé vraiment la ligne rouge. Vous avez été surprise, il y avait eu l'annulation du diplôme la veille. Oui. Donc on pouvait s'attendre à quelque chose quand même. Non, pas forcément, puisque le diplôme, c'était dans la storyline. C'était un nouvel élément, donc on pensait que ce serait plus graduel, je pense, plus progressif. Mais pour revenir à votre question d'avant sur est-ce que la contestation peut prendre. Alors évidemment, le gouvernement craignait ça. Il y a des précédents à Istanbul, donc tout de suite, il y a interdiction de manifester, déploiement de police anti-émeute, fermeture de métro à Taksim, donc pour éviter évidemment une mobilisation. Donc là, la question c'est, est-ce que les Turcs ont appris à manifester malgré la crainte de la répression ou pas? Et le dernier très grand épisode de contestation, c'est évidemment Gezi en 2013. Où là, on a été extrêmement surpris de voir à quel point les gens ont décidé finalement de sortir, de se montrer, de dire leur opposition, en l'occurrence à l'époque, à la personne d'Erdogan. De dépasser l'interdiction, oui, exactement. comme c'est le cas finalement aujourd'hui, comme l'espère Oui, Imamoglu. mais c'est le cas dans des petites proportions pour le moment, donc on va voir. Alors justement, on va revenir peut-être en images sur ces derniers développements, le résumé des faits signé Noémie Roche, regardez. Son nom et son visage font la une des journaux turcs. Le maire d'Istanbul apparaît dans tous les quotidiens ce jeudi. Son arrestation et celle d'une centaine de ses collaborateurs mercredi a provoqué la stupeur. Dans les rues d'Istanbul, de nombreux habitants se disent sonnés et en colère. Je considère qu'il s'agit d'une grave injustice. Ils ont arrêté à la hâte le maire que nous avons élu grâce à nos votes. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une pratique démocratique, et je la condamne. Beaucoup s'interrogent aussi sur le moment de l'arrestation du maire d'Istanbul. La veille, Ekrem İmamoğlu a vu son diplôme universitaire annulé. Impossible donc de se présenter à la présidentielle de 2028, alors que la primaire de son parti devait avoir lieu dimanche. Principal rival politique du président turc, Ekrem İmamoğlu devait être officiellement désigné comme candidat du CHP, le Parti républicain du peuple. Bête noire de Recep Tayyip Erdogan, le maire d'Istanbul a multiplié les piques contre le pouvoir ces derniers temps, lors de la campagne pour la primaire de son parti. Ces dernières semaines, il n'a pas cessé d'être inculpé. Corruption, terrorisme, mais aussi trucage de marchés publics ou encore insulte au procureur. Des accusations montées de toutes pièces selon lui. Cela fait 4 mois que nous subissons le plus haut niveau de harcèlement judiciaire à Istanbul. Mais nous n'avons pas abandonné et nous ne le ferons pas. Nous continuerons à lutter contre l'injustice. Opposant historique au président Erdogan, Ekrem İmamoğlu est sans doute le seul en mesure de le battre lors d'une présidentielle. Musulman pratiquant mais membre d'un parti laïque, l'ancien homme d'affaires séduit au-delà de son parti. Son arrestation intervient dans un contexte de répression vis-à-vis des opposants. Ekrem İmamoğlu est le 3e leader de l'opposition désormais détenu par les autorités turques. Et c'est d'ailleurs la première fois depuis le coup d'État militaire de 1980 que 3 leaders de formation d'opposition sont ainsi retenus. Ça montre une crispation évidente d'Erdogan parce que sa base électorale est en train de s'éroder. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un président qui a été Premier ministre dans le passé avant de faire voter une réforme constitutionnelle pour une élection du président au suffrage universel. Donc c'est vraiment un président qui a un côté très... effectivement très populiste, très parler directement à sa base. Et finalement, depuis 2002, depuis que l'AKP est arrivé au pouvoir, en 2002, c'est les élections législatives qui, très intéressant, mettent l'AKP à l'Assemblée nationale seul face au parti d'Ekrem İmamoğlu, le CHP, le Parti républicain du peuple, qui est ce parti historique, son principal rival, parti kémaliste. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que là, on revient un peu à cette bipolarisation initiale. Donc effectivement, le CHP s'est beaucoup renforcé, a relevé la tête, notamment lors des dernières élections municipales. Donc effectivement, maintenant, c'est le parti qui est l'opposant, enfin le challenger principal d'Erdogan, et İmamoğlu qui incarne la figure qui pourrait faire basculer les choses. Mais Erdogan, depuis 2002, se vante de gagner les élections.
Et s'il veut continuer à dire qu'il a fait progresser la démocratie en Turquie, il faut qu'il continue de gagner les élections. Simplement, maintenant, il les gagne au prix de manipulations de plus en plus grossières. C'est-à-dire que pendant longtemps, il les gagnait effectivement assez facilement, assez correctement. Et puis, depuis au moins 2018, on va dire, on a quand même des campagnes électorales très inéquitables, des arrestations d'opposants, je pense notamment aux partis pro-kurdes, aux différents partis pro-kurdes qui sont régulièrement fermés, qui changent de nom parce qu'effectivement, ils sont toujours sous la menace d'une interdiction. Et puis là, aujourd'hui, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le dernier stade, la dernière variable possible pour essayer de continuer à occuper le terrain électoral. En fait, c'est une manœuvre sur deux terrains. Le premier terrain, c'est le processus de paix avec le PKK pour récupérer le vote kurde. Et la deuxième, c'est d'empêcher le CHP de se renforcer, de se consolider et de constituer une vraie menace. Le parti qui devait précisément désigner Ekrem İmamoğlu 4 jours plus tard comme candidat. Ce qui est très intéressant, il n'y a pas de hasard dans le calendrier, là. Oui, non. Depuis hier, ce qui est très intéressant, c'est que Özgür Özel, qui dirige le CHP, le Parti républicain du peuple, dit, en parlant d'Imamoglu, notre président İmamoğlu. Donc on est déjà dans une projection. On est passé à l'étape d'après, déjà. Voilà, on est déjà dans une projection. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un parti qui est miné par des divisions internes, avec des rivalités de tête très importantes entre justement son président actuel, Özgür Özel, le maire d'Ankara, Mansur Yavaş, qui s'est rendu à Istanbul, qui a déjà rendu visite à la femme d'Imamoglu pour exprimer son soutien et qui a dit que c'était une parodie de justice. Et puis Imamoglu lui-même. Donc jusqu'à présent, on avait réussi à refaire l'unité derrière ce personnage. Tout le monde a certainement des choses en tête, mais je crois qu'aujourd'hui, les leaders du GP ont compris qu'il fallait protéger le parti, il fallait faire vraiment front commun, il ne fallait pas qu'il y ait de fissures. Il va se passer quoi, du coup, dimanche, au sein de ce parti ? Il y avait cette désignation qui était annoncée. Grosse question, effectivement. Alors, d'abord, il faut voir si İmamoğlu va rester en prison ou pas. Ensuite, s'il reste en prison, c'est tout à fait possible de le désigner comme candidat quand même. On a un précédent avec... Selahattin Demirtas, le leader du parti pro-kurde, qui avait été candidat depuis sa prison. Bon, évidemment, il a moins de chances de gagner une élection. Mais de toute façon, cette élection, pour le moment... Ça peut aider à construire un narratif aussi en vue de l'élection. Oui, tout à fait. C'est ça, l'élection n'est pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'on est presque étonné de voir à quel point maintenant tous les moyens sont mis peut-être trop tôt, finalement, dans le timing pour désactiver, pour neutraliser İmamoğlu. Puisque les élections, en théorie, c'est en 2028. Et en plus, Erdogan n'a pas le droit de se représenter en théorie. Justement, qu'est-ce qui pousse l'agenda Recep Tayyip Erdogan, si tant est qu'il veuille manœuvrer en vue de l'élection ? On dit que c'est très tôt, là, quand même, comme genre de manœuvre. Alors, c'est un peu un mystère. Peut-être qu'il a vu İmamoğlu devenir beaucoup plus agressif, je dirais, dans sa rhétorique à l'égard du gouvernement. Donc, peut-être qu'il avait peur que des choses sortent. Peut-être aussi qu'il s'est senti conforté par le contexte extérieur. C'est très important de voir qu'aujourd'hui, la Turquie se sent vraiment en position de force diplomatiquement sur beaucoup de fronts. Et puis, il ne faut pas négliger l'usure du pouvoir. Erdogan est quand même, se sent certainement plus fragile. Mais paradoxalement, comme il se sent plus fragile, il pense que des mesures d'autorité extrêmes peuvent le préserver. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même une erreur. Je pense que les dernières municipales auraient dû le montrer que c'était une erreur. L'opposition parle de coup d'État, déjà ? Oui, alors, c'est pas un peu fort ? Coup d'État, je ne suis pas sûre que le terme soit vraiment adapté, surtout dans le contexte turc, parce que les coups d'État en Turquie, c'est des coups d'État militaires jusqu'à présent. Donc, justement, les militaires, là, on en parle pas. Voilà, c'est un déplacement, effectivement, c'est un déplacement de l'imaginaire collectif, mais c'est peut-être pas mal que les citoyens turcs s'habituent à entendre parler de tentatives de coup d'État, hors justement de la présence militaire dans la rue contre le gouvernement. Vous parliez de ce sentiment de Recep Tayyip Erdogan en position de force en ce moment, étant donné le contexte géopolitique. Il y a eu beaucoup de réactions depuis l'arrestation du leader de l'opposition hier, un peu partout au sein des chancelleries européennes notamment. On va faire un tour d'horizon donc, de ces nombreuses réactions pour condamner évidemment cette arrestation. Et c'est signé Alexandra Quarini. La réaction a été immédiate. Quelques heures après l'arrestation du maire d'Istanbul accusé de corruption et de terrorisme, les partisans d'Ekrem İmamoğlu sont descendus dans la rue, déterminés, malgré l'interdiction de manifester, à faire entendre leur soutien.
Face à la foule, la femme du principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. Ce n'est pas seulement Ekrem İmamoğlu qui a été arrêté ce matin. C'est la volonté d'Istanbul, qui compte 16 millions d'habitants, qui a été arrêtée ce matin. Comme les dirigeants du Parti républicain du peuple, Dilek İmamoğlu dénonce une manœuvre pour écarter son mari de la vie politique. Ce qui se passe depuis hier a un nom. Donnons-lui ce nom. Ce qui se passe depuis hier est une tentative de coup d'État. La tentative de coup d'État du 19 mars. Ce n'est pas la première fois qu'il est dans le viseur de la justice. Le populaire maire d'Istanbul croule sous les procédures judiciaires. Les inquiétudes sur son sort dépassent les frontières de la Turquie. L'arrestation du maire est profondément préoccupante. En tant que membre du Conseil de l'Europe et pays candidat à l'UE, la Turquie doit respecter les valeurs démocratiques, en particulier les droits des élus. Arrivé à la tête de la mairie d'Istanbul en 2019, après avoir battu le candidat du parti présidentiel, Ekrem İmamoğlu s'est imposé comme une figure majeure de l'opposition, une notoriété concomitante à ses ennuis judiciaires, de quoi susciter quelques interrogations. La République de Turquie est un État régi par l'État de droit. L'article 9 de notre Constitution stipule clairement que l'autorité judiciaire est exercée par des tribunaux indépendants et impartiaux au nom de la nation turque. Tous les rassemblements et manifestations ont été interdits jusqu'à dimanche par le gouverneur d'Istanbul. Les autorités ont également restreint l'accès aux réseaux sociaux et à certains sites internet. Voilà, Ekrem İmamoğlu, dont les mots qui sont tweetés depuis sa cellule sont traduits à l'instant. Il appelle la justice turque, je le cite, à ne pas se taire. Donc après son arrestation, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il souffle sur les braises, il essaye de créer un sursaut au sein de l'opposition et du secteur judiciaire. On va peut-être rappeler ce qui lui est reproché. Il y a eu un premier communiqué hier du parquet général d'Istanbul dans le cadre d'une enquête de corruption qu'il a accusé d'être à la tête d'une organisation criminelle à but lucratif, de fraude aggravée, trucage et d'appel d'offres. Puis il y a eu ce deuxième communiqué, vous l'évoquiez, le bureau du procureur a parlé de soutien à l'organisation PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme terroriste par Ankara. Ça peut tenir la route, ça, dans la durée, ces charges ? Alors d'abord, dans le contexte turc, l'accusation de collusion avec le PKK peut tout à fait tenir la route. Et c'est d'ailleurs ce qui pose un grand problème pour résoudre la question kurde au sens large en Turquie. C'est qu'on a quand même facilement une criminalisation de la représentation politique kurde, une méfiance de la majorité turque de la population à l'égard des Kurdes, et d'autant plus en ce moment quand on a l'impression qu'on a ce processus de paix, ce fameux processus de paix avec le PKK qui est destiné en fait à faire en sorte, à amadouer, je dirais, les Kurdes pour les empêcher d'intervenir. C'est un écran de fumée pour vous ? Alors, le processus de paix, pour moi, depuis le début, je le perçois plus comme une manœuvre électorale, effectivement, vraiment comme une tentative d'Erdogan d'élargir à nouveau son électorat. Je vois qu'il se couple avec des opérations en Syrie qui sont toujours extrêmement fortes, et des arrestations de militants kurdes, et l'arrestation maintenant du maire d'Istanbul pour collusion avec le PKK. Donc effectivement, ce n'est pas un processus de paix qui semble en tout cas se dérouler dans une ambiance politique extrêmement détendue. Je ne crois pas qu'on peut dire que l'ambiance politique soit particulièrement favorable à des avancées politiques. Et par ailleurs, on a un précédent. En 2013 aussi, au moment de Gezi, on était en processus de paix avec le PKK, processus de paix qui a été rompu en 2015. Et on n'a pas du tout avancé. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le gouvernement n'était pas du tout préparé à l'époque. Donc je ne sais pas s'ils sont davantage préparés aujourd'hui, mais c'est extrêmement difficile. C'est une guerre qui dure depuis 40 ans, avec énormément de combattants. Elle est sur 3 fronts, puisqu'elle a lieu aussi en Irak et en Syrie. Donc je crois que ça va pas être une mince affaire, évidemment, ce processus de paix. Mais İmamoğlu est quelqu'un qui a très vite compris aussi que le vote kurde était important pour se faire élire, particulièrement à Istanbul, dont on dit toujours que c'est la première métropole kurde, c'est la ville où il y a la communauté kurde la plus importante de Turquie, 16 millions d'habitants, comme l'a rappelé la femme d'İmamoğlu. Et donc il a toujours un peu louvoyé, mais il est venu notamment en appui à des maires kurdes destitués, parce que l'AKP a l'habitude aussi d'aller dans le sud-est de la Turquie, quand il a des maires qui sont un peu trop agités politiquement, de les enlever de leur poste et de les remplacer par des administrateurs
qui sont donc des représentants de l'État et de l'État nommés par l'AKP. Et tout ça, ça nourrit une espèce de ressentiment pour les Kurdes. Donc ça, c'est sur la partie kurde de l'accusation. Maintenant, on a la partie corruption. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que si vous vous penchez sur la presse pro-gouvernementale en Turquie, ils sont en train déjà de feuilletonner sur le fait qu'ils ont arrêté des hommes d'affaires extrêmement corrompus, dont un qu'ils ont attrapé avec beaucoup de cash. Et ils sont probablement prêts à avancer sur cette partie-là, sachant que dans un contexte de crise économique, de baisse dramatique du pouvoir d'achat en Turquie, là, ça peut jouer sur une corde sensible auprès d'une partie de l'électorat turc. Mamoglou qui est visé par 5 procédures judiciaires, hein, il faut le Oui, parce qu'il y a d'autres procédures. Hein. Il y a aussi, il n'a pas pu se présenter à la présidentielle la dernière fois pour insulte au Conseil électoral turc. Donc effectivement, on a mis bout à bout à peu près tous les types de poursuites possibles sur Imamoglu. Mais là, la question de la corruption est une question extrêmement intéressante parce qu'Istanbul est une énorme municipalité. Donc évidemment, c'est une municipalité où il y a beaucoup d'appels d'offres, dont certains se font peut-être dans des conditions un peu opaques, et que lorsqu'Imamoglu a été élu pour son premier mandat à Istanbul, il ne pouvait pratiquement pas agir parce que le conseil municipal d'Istanbul était encore majoritairement pro-AKP. Et donc il avait un vrai problème de financement, il a dû aller chercher de l'argent dans des banques étrangères parce que les banques d'État turques ne voulaient pas lui en prêter. Donc il y a toujours eu une question sur le financement des activités à Istanbul. Et c'était soit un maire empêché, soit un maire qui ne pouvait pas agir, soit un maire qui va se retrouver avec vraiment une surveillance permanente de l'AKP pour le coincer sur des affaires de corruption. Un mot sur le positionnement de la Turquie vis-à-vis de ses voisins. On vient d'entendre Ursula von der Leyen dire que la Turquie doit respecter les valeurs démocratiques. On sait que la Turquie en ce moment est en train de se poser comme un partenaire incontournable vis-à-vis notamment des Européens sur la question de l'Europe de la défense. La Turquie qui est la deuxième armée de l'OTAN aujourd'hui avec une armée comptant plus de 350 000 hommes. Ça ne peut pas empêcher l'échange, le partenariat à ce niveau-là? Alors là, moi, je trouve que les réactions n'ont pas été si rapides que ça chez les Européens. Les États-Unis ont dit clairement que oui, c'était pas formidable, qu'il fallait respecter la justice, mais que quand même, ils n'avaient rien à dire sur les affaires internes de leurs partenaires. Donc ça aurait pu être plus dur. Autres pays. Ça aurait pu être plus fort. Exactement. Et je suis très frappée de voir que la déclaration américaine, elle me rappelle la façon dont les États-Unis géraient les coups d'État en Turquie dans les années 60, 70, 80. On n'a rien à dire sur les affaires intérieures de ce pays qui est un partenaire central de l'OTAN face à l'Union soviétique. Et les Européens? Et sur les Européens, ce que j'ai trouvé... Parce qu'on est en plein sommet européen aujourd'hui, on parle d'Europe de la défense et du réarmement, et on sait que les Turcs peuvent être un allié à l'heure du désengagement américain. Les Turcs se vendent. Alors les Turcs se vendaient comme la seule démocratie du Moyen-Orient, après Israël. Donc un pays qui incarne une sorte de démocratie musulmane moderne. Bon, donc là, cette partie-là de l'argumentaire commence à porter un peu moins. Ils se vantent aussi d'être une force de stabilisation au Moyen-Orient. Ils ont une diplomatie qui est montée en gamme, qui travaille beaucoup sur des médiations, notamment en Afrique, notamment dans la Corne de l'Afrique. Ils se sont proposés depuis les débuts du conflit russo-ukrainien comme médiateurs également. On sait qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec les deux côtés. Ils ont réussi à rester une espèce de neutralité engagée, puisqu'à la fois, ils ont fourni de l'armement aux Ukrainiens, ils ont reconnu l'opération russe comme une agression et comme une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine, mais ils ont quand même fourni à Poutine un poumon économique en n'appliquant pas les sanctions, et donc ils se sont finalement arrangés avec les deux côtés. Et à part cette idée de médiation, de force de stabilisation, c'est aussi une armée qui est montée en puissance énormément sur le plan régional, particulièrement au Moyen-Orient. Elle s'est engagée en Syrie plusieurs fois, en Libye. Et aujourd'hui, la problématique de l'OTAN, c'est de savoir comment garder la Turquie du côté occidental, sur la mer Noire, parce qu'on va avoir la Russie en face qui sort renforcée, a priori, au moins politiquement, de la guerre en Ukraine, alors que les Turcs avaient plutôt parié sur un affaiblissement de la Russie dans la guerre en Ukraine. Ça expliquerait peut-être le côté un peu timoré à des Européens dans les réactions. Effectivement, Ursula von der Leyen, ça a quand même été une des plus allantes pour renforcer le partenariat avec la Turquie ces dernières années, y compris sur le plan économique. Et Erdogan était plutôt à nouveau, lui aussi, dans une humeur de réconciliation, de partenariat avec l'Union européenne. Il faut dire que cette année, on commémore, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais bon, ce sont les 20 ans de début de processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui est complètement bloqué, mais que personne n'a jamais formellement arrêté.
Et donc, ce qui m'a frappé hier, c'était de voir qu'on avait beaucoup de réactions des capitales européennes, parce que Imamoglu est le maire d'une très grande ville, qu'il avait beaucoup travaillé ses réseaux internationaux. Et donc, on a eu des réactions de la mairie de Paris, du maire d'Athènes, du maire de Berlin, donc des très fortes réactions de solidarité de la part d'institutions qui ne sont pas formellement le sommet de l'État, mais qui comptent aussi beaucoup aujourd'hui pour la société civile, en fait. Merci beaucoup Dorothée Schmitt. On verra quelles sont les suites de ce feuilleton avec ces appels donc, à manifester lancés par Ekrem Imamoglu en cette mi-journée, en ce début d'après-midi depuis sa cellule.